merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Une nouvelle crise des déchets se profile-t-elle au Liban? Des monticules d'ordures sont de retour dans les rues du Méten, du Kessérouane et d'une partie de Beyrouth. En cause, la fermeture il y a 3 jours du dépotoir de Bourg-Jamoud. Abbas Ibrahim promet de faire tout son possible pour libérer les 9 otages militaires de l'EI. Le directeur de la Sûreté Générale assure par ailleurs que la situation sécuritaire est stable dans le pays. 6 nouveaux chars turcs ont pénétré ce matin à Karkamis en Syrie. À Jarablos, les rebelles soutenus par Ankara poursuivent le déminage de la ville, reprise cette semaine au groupe État islamique. Une nouvelle crise des déchets se profile-t-elle dans le pays? La question est sur toutes les lèvres depuis la réapparition de monticules d'ordures dans les rues du Méten, du Kessérouane et de certains quartiers de Beyrouth. En cause, la fermeture il y a 3 jours du dépotoir temporaire de Bourg-Jamoud, une décision prise par le parti Tashnag et la municipalité de Bourg-Jamoud. Les responsables du quartier arménien veulent attendre la fin du projet de mise en place d'une décharge d'enfouissement pour rouvrir les lieux. Les détritus ne sont donc plus ramassés dans ces zones et pour l'instant, aucune alternative à ce site ne semble pointer à l'horizon. Wadia Al-Asmar du collectif Vous Puez est en ligne avec nous. Wadia Al-Asmar, les déchets sont réapparus dans les rues depuis quelques jours. Que se passe-t-il? Bonjour. Écoutez, je pense que c'est le résultat de la faillite de l'État dans la gestion de ce dossier depuis 1 an maintenant, un peu plus qu'1 an maintenant. Ça fait 13 mois et avant, c'était depuis 18 mois où nous réclamions une solution permanente, une solution écologique qui respecte l'environnement à cette crise. Et les hommes politiques, et en particulier les personnes en charge de ce dossier, savent qu'il existe des solutions, mais malheureusement, ce qui est choisi toujours, c'est des solutions à court terme qui leur permettent de continuer à profiter de la corruption et de l'argent sale que produit Soukhine en gérant les déchets de la façon qu'elle fait. Alors très concrètement, où on en est actuellement? Oui, expliquez-nous. Oui, ce qui s'est passé à Bourg-Jamoud, c'est ce que nous avions prévu et prévenu au mois de mars en disant la solution choisie, qui est une solution à court terme. Faire du stockage des déchets en bord de mer, c'est dangereux. Il faut rappeler que l'autre dépotoir se trouve à moins de 3-4 km de l'aéroport de Beyrouth, donc il met aussi en danger l'aéroport et le trafic aérien. Mais malheureusement, la décision de l'État à l'époque, ça a été de dire on force le passage avec une solution en sachant qu'au bout de 4-5 mois, cette solution ne marchera plus. Et jusqu'à aujourd'hui, ils avaient prévu, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le Tashnak aujourd'hui a décidé de bloquer l'enfouissement à Bourg-Jamoud. Il y avait tout un panel d'autres solutions qui devaient accompagner l'enfouissement ou ce qu'ils ont appelé la mise en parking des déchets à Bourg-Jamoud. Et rien n'a été fait. C'est-à-dire il n'y a pas eu d'appel d'offres pour une vraie usine de traitement des déchets. Il n'y a pas eu d'activation réelle des usines de traitement de déchets, à savoir il y en a 15 dans le pays, mais qui ne sont pas du tout utilisées ou utilisées d'une façon en dessous de leur capacité. Et surtout, on reste sur les solutions centralisées, c'est-à-dire l'État s'obstine, et je pense s'obstine volontairement parce que c'est le seul moyen de récupérer une sorte de dîme sur la question des déchets, à prendre une solution centralisée, alors que les solutions décentralisées auraient pu résoudre le problème depuis 8 mois. Alors que va-t-il se passer maintenant? Quelle est la solution, la réponse à apporter à court terme pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation qu'il y a 1 an avec des ordures qui jouxtent toutes les rues? Vous savez, si on prend les mêmes personnes, si on prend les mêmes solutions, et on refait la même chose, on aura le même résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas tant dans les déchets, n'est pas tant dans les solutions techniques, parce que les solutions techniques existent, mais le problème est dans la classe politique tout entière qui est incapable de prendre une décision qui va à l'encontre des intérêts des groupes mafieux qui gèrent ce pays. Vous allez appeler à de nouvelles manifestations? Le collectif Vous Puez va-t-il appeler à de nouvelles manifestations? Nous aujourd'hui, ce qu'on appelle, et depuis plusieurs mois, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un problème de fond, il y a un problème
cette solution ne va pas marcher. Après le mois de mars, quand la nouvelle solution a été mise en place, on a laissé le temps. Effectivement, 2 mois après, ils ont fermé le Niamey, mais on a dit après que aucune solution n'a l'air d'être prise au sérieux. Aucune décision sérieuse n'est prise dans ce dossier-là. Aujourd'hui, je ne sais pas, la rue pour nous est un moyen, c'est pas un objectif. Et c'est pas nous qui, au final, c'est les gens qui descendent dans la rue pour dire leur mécontentement. Aujourd'hui, nous, ce qu'on est en train de voir, c'est quelles sont les actions qu'on va prendre. Aller dans la rue pour dire quoi? Pour dire une classe politique mettez en place les bonnes solutions. Ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils sont là. Donc vous êtes en phase de réflexion. Vous êtes en phase de réflexion pour savoir comment vous allez réagir à cette fermeture du dépotoir temporaire de Bourg-Jamoud. Vous attendez de voir comment les choses se passent. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Oui, nous, comment je vous ai dit, notre réaction, c'est la réaction des gens, parce qu'au final, nous, notre réaction à cette fermeture, c'est qu'on dit depuis 2 ou 3 mois, et là, on a perdu 1 an, on dit qu'il faut reprendre le sujet à bras-le-corps, il faut reprendre le sujet sérieusement, avoir un vrai plan stratégique sur 5 ans pour dire comment on va gérer les déchets solides ou les poubelles, comme on les appelle, dans ce pays. En dehors de ça, et malheureusement, nous, ce qu'on nous pensons, c'est qu'avec la classe politique actuelle, une telle solution ne marcherait pas parce qu'il n'y a aucune volonté politique et ils sont trop occupés à se remplir les poches plutôt qu'à penser à la santé des gens. Merci Wadi Al-Asmar pour votre intervention. Le général Abbas Ibrahim assure que le Liban est en quête de médiateurs sérieux pour la libération des 9 soldats otages du groupe État islamique à l'occasion du 71e anniversaire de la Sûreté générale. Son chef a affirmé faire tout ce qui est en son pouvoir pour libérer les captifs. Concernant la situation sécuritaire du pays, le responsable estime qu'elle est meilleure que dans d'autres pays, notamment grâce à un échange d'informations dans les 2 sens entre l'armée libanaise et les contingents étrangers. La Turquie a envoyé 6 nouveaux chars en Syrie dans le village frontalier de Karkamis. L'armée turque maintient désormais 50 chars et 380 soldats en territoire syrien, alors que les rebelles soutenus par Ankara poursuivent le déminage de Jarablos. La ville a été reprise cette semaine au groupe État islamique dans le cadre de l'opération Bouclier de l'Euphrate, opération qui vise à chasser les djihadistes de la zone, mais aussi à contrer l'avancée des milices kurdes. On reste en Turquie où un 3e pont vient d'être inauguré sur le Bosphore. Il s'agit du dernier projet mirifique du président Recep Tayyip Erdogan. Il va permettre de relier les rives européennes et asiatiques d'Istanbul pour décongestionner la circulation automobile. Inès Olagaré. C'est le pont de tous les records. 1408 mètres de portée pour relier les 2 rives du Bosphore, 2164 mètres de long et 323 mètres de hauteur, la taille de la Tour Eiffel. Le pont Yavuz Sultan Selim s'ajoute à la liste des grands travaux du président turc. Recep Tayyip Erdogan veut construire une nouvelle Turquie. Ses détracteurs lui reprochent sa folie des grandeurs et déplorent un désastre écologique dans cette zone très boisée. Il y a eu des protestations, mais nous avons refusé d'abandonner et nous avons construit ce pont. Dieu merci, nous l'avons fait. Le pont a été inauguré en grande pompe. Des milliers de partisans de Recep Tayyip Erdogan étaient présents, drapeau à la main, pour voir leur président couper le ruban et traverser le Bosphore sous bonne garde. Istanbul compte désormais un 3e pont pour relier sa rive européenne et sa rive asiatique. Celui-ci a la particularité d'être à la fois routier et ferroviaire et devrait, selon les autorités, permettre de décongestionner le trafic dans cette métropole de 18 millions d'habitants. Le 3e pont sur le Bosphore est un ouvrage qui a pour rôle de porter une autoroute avec 4 voies de circulation dans chaque sens et 2 voies ferrées. Et le fait qu'il y ait des voies ferrées est extrêmement important parce que ce sont des charges beaucoup plus lourdes. La construction de ce pont, inspiré de celui de Brooklyn, a duré un peu plus de 3 ans et a coûté 798 millions d'euros. Il sera mis en service dès samedi. Le nouveau cabinet tunisien a obtenu la confiance du Parlement. Plus de 5 ans après la révolution tunisienne,
Le gouvernement d'union nationale a été approuvé à une large majorité, 167 voix pour, 22 contre et 5 abstentions. L'équipe de Youssef Chahed, 40 ans, plus jeune Premier ministre de l'histoire moderne du pays, devrait désormais donc entrer en fonction dans les prochains jours. Cette issue favorable met un terme à près de 3 mois d'intenses tractations. Luis Ignacio Lula, inculpé de corruption passive et de blanchiment d'argent. L'enquête sur le scandale Petrobras pointe maintenant l'ancien président du Brésil. On se retrouve dans quelques instants. Au Brésil, l'enquête sur le scandale Petrobras se dirige maintenant contre Luis Ignacio Lula da Silva. L'ancien président a été inculpé hier de corruption passive et blanchiment d'argent. Les enquêteurs s'intéressent à l'achat d'un appartement et d'une maison de campagne. Julie Jargot. C'est la troisième enquête dont fait l'objet l'ex-président Lula dans l'affaire Petrobras. Cette fois-ci, la police fédérale brésilienne le soupçonne de corruption passive et de blanchiment d'argent. L'ancien chef de l'État et sa femme sont cités dans l'enquête sur le vaste système de rétrocommission alors en vigueur au sein de la compagnie pétrolière d'État. Le couple aurait bénéficié d'avantages illicites pour un montant de plus de 650 000 € en lien avec l'achat d'un appartement et d'une maison de campagne. Des biens immobiliers dont Lula nie être le propriétaire. Le rapport n'examine même pas la propriété. Il part de l'hypothèse que la propriété appartient à l'ancien président et à sa femme, Dona Marisa. Mais tout ceci n'est que pure fiction. Une demande d'inculpation qui doit encore être confirmée par le parquet. L'enquête survient en plein procès en destitution devant le Sénat de Dilma Rousseff, la dauphine de Lula. Accusée de maquillage de comptes publics en 2014 pour garantir sa réélection, la présidente brésilienne a été écartée du pouvoir en mai dernier. Pour l'avocat de l'ancien président, cela ne fait aucun doute. Cette nouvelle affaire est purement politique. C'est un acte qui, encore une fois, coïncide étrangement avec un moment politique important pour le pays. Donc cela me fait penser que cette pièce, au-delà du fait que c'est une fiction, a une claire connotation politique. Moins d'un mois après avoir été inculpé pour tentative d'entrave à la justice dans le cadre de l'affaire Petrobras, c'est un nouveau coup dur pour Lula. Une condamnation le priverait définitivement d'une candidature à un troisième mandat en 2018. Jour de deuil national aujourd'hui en Italie. Le pays pleure les 284 victimes du tremblement de terre de mercredi dans le centre du pays. Même si les secouristes fouillent encore les décombres, les espoirs de retrouver des survivants sont désormais infimes. À Pomezia, au sud de Rome, l'évêque du diocèse a célébré hier devant des centaines de personnes les funérailles de 6 victimes. Le gymnase d'Ascoli Piceno, transformé en chapelle. En ce jour de deuil national, ils sont des dizaines à venir se recueillir devant la trentaine de cercueils. Dans celui en blanc, le corps de Giulia, une fillette qui a protégé sa petite sœur, sortie vivante des décombres à Pescara del Tronto. Le petit village a quasiment été rayé de la carte. Un événement comme celui-ci vous affaiblit physiquement et mentalement. Il suffit de penser à tous ces pauvres gens qui sont sans maison et qui ont perdu des proches. C'est une tragédie immense. Immense. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent. Pas de mots. Aujourd'hui est un jour de deuil et nous ressentons beaucoup de douleur. Au fil des heures, le gymnase se remplit. Les membres du gouvernement arrivent. Ici, Matteo Renzi. Et enfin, le président de la République. La cérémonie des funérailles peut commencer. Puis archevêques et évêques font leur entrée. C'est Monseigneur Giovanni d'Ercole qui officie. En cette journée, nous souffrons ensemble, nous espérons ensemble, nous pleurons ensemble. Quelques prières, des marques de réconfort, puis Monseigneur Giovanni d'Ercole est béni, chaque corps. Beaucoup sont encore coincés sous les décombres. Une autre cérémonie est prévue la semaine prochaine.
cette fois pour les victimes d'Akumolis et Amatrice. Je vous propose de revenir sur le parcours de Sonia Rykiel. La très célèbre couturière française nous a quittés la semaine dernière, âgée de 86 ans. Elle était atteinte de la maladie de Parkinson. Sabine Gorny. Un surnom, la reine de la maille. Une allure, celle de la dame en noir, chic, théâtrale et racée de Saint-Germain-des-Prés. Sonia Rykiel, la force des images, comme cette crinière de feu, célébrée par les plus grands artistes de Warhol à Bettina Reims et qui a presque décidé de son destin. Le fait d'être rousse, ça a toujours été quelque chose qui a fait qu'on me voyait de partout. Et il y avait il y a certainement aussi une provocation. Provoquer, se distinguer, comme avec cette joyeuse anarchie qui a toujours régné dans ses défilés. Une autodidacte, entrée dans la mode dans les années 60 par effraction. Jeune mariée, elle crée ses vêtements pour ne pas ressembler aux autres femmes. Elle veut les libérer de ce style couture qui engonce la silhouette. N'importe quelle femme peut avoir envie d'être longue, d'être courte, d'être sage, de ne pas l'être. Et je crois que tout est permis. Elle ose tout et les femmes suivent. Créer des pulls à porter sans soutien-gorge, retirer les épaulettes, inventer des robes sans ourlets, des vestes sans doublure et suprême audace, mettre couture et vêtements à l'envers. L'image que j'aimerais qu'on ait de moi, c'est d'une femme qui est témoin complètement de son époque, qui vit, qui bouffe l'époque. Et comme Rykiel, c'est une affaire de femme, en 2007, Nathalie, sa fille, lui succède à la tête de la maison. Une fille avec pour sa mère le plus émouvant des cadeaux, un défilé avec des robes des plus grands créateurs à son effigie, et leur hommage unanime. Elle a couvert la planète de mailles, ou qu'on est tous un peu ses héritiers, en tout cas au niveau d'une vie quotidienne pour les filles. Elle a marqué l'histoire de la mode, elle a fait des choses qui font que je peux faire d'autres choses parce qu'elle a fait ça. Une styliste mystérieuse qui cultivait élégance et irrévérence et a composé le vestiaire idéal de ses contemporaines. C'est ainsi qu'elle aurait aimé qu'on se souvienne d'elle, Sonia Rykiel, de son histoire cousue de jolies rayures et de fils noirs, juste une femme d'aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Une nouvelle crise des déchets se profile-t-elle au Liban? Des monticules d'ordures sont de retour dans les rues du Méten, du Kessérouane et d'une partie de Beyrouth, en cause la fermeture il y a 3 jours du dépotoir de Bourj Hamoud. Abbas Ibrahim promet de faire tout son possible pour libérer les 9 militaires otages de l'EI. Le directeur de la Sûreté Générale assure par ailleurs que la situation sécuritaire est meilleure au Liban. 6 nouveaux chars turcs ont pénétré ce matin à Karkamis en Syrie. À Jarablos, les rebelles soutenus par Ankara poursuivent le déminage de la ville, reprise cette semaine au groupe État islamique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée.